Écoutez, j'ai le plaisir de vous présenter Silver, dont je suis le directeur administratif et financier. Alors, c'est quoi Silver? C'est une solution de financement court terme des entreprises, des petites et moyennes entreprises. On sert aujourd'hui et on opère à la fois en France et en Allemagne. Jusqu'à présent, on a traité à peu près 100 000 demandes en provenance des PME et on a déployé 200 millions d'euros auprès de ces PME. Alors, on ne le fait pas tout seul, on le fait avec des partenaires qui nous permettent de sourcer les demandes des PME. Et puis je vais y venir. En fait, l'argent, ce n'est pas le nôtre, c'est celui qui nous est apporté par notre partenaire Smartlanders. Alors, on a une particularité, c'est le côté très accessible, qu'on a rendu très accessible de la demande de prêt. Donc on est une entreprise très digitalisée, tant dans la demande de prêt en tant que telle effectuée par l'emprunteur, donc le bénéficiaire final, via une application. Il peut connecter ses comptes bancaires, il peut charger assez facilement ses pièces comptables, ses ID. Et la particularité de Silver, c'est d'être une entreprise data-driven qui va, je dirais, étudier grâce à des algorithmes puissants l'ensemble de ces données, établir un scoring et instruire la demande de l'entreprise très rapidement. Donc la promesse de Silver, c'est une réponse très rapide à la demande de financement de l'entreprise. Alors, on a 1800 clients. Comment ils se répartissent? Alors, 1800 clients, c'est encore petit, mais on a de grandes ambitions par rapport à la taille du marché des PME en France et en Europe. Le marché des PME en France, c'est à peu près 2 millions, pas loin de 3 millions d'entreprises, 2 700 000 entreprises. En Europe, c'est 14 millions d'entreprises. Et donc aujourd'hui, on a 1800 clients, beaucoup de commerce, de commerce retail. Donc c'est le commerçant, ça peut être le commerçant de quartier, c'est à peu près 30% de nos clients. De commerce de gros aussi, 15% de nos clients. Et le reste des services d'usage, pas loin de 30% de nos clients. Alors, comme je vous l'indiquais, ce financement, il ne vient pas de chez nous, il vient d'investisseurs. Et donc, ces prêts sont refinancés grâce à un fonds qui a été créé avec Smartlanders. Eric, je vous passe la parole. Merci Clotilde. Alors, Smartlanders Asset Management, qu'est-ce que c'est? C'est une société de gestion, ce qui signifie que nous sommes régulés par l'AMF. J'ai créé cette société il y a maintenant 10 ans avec l'idée de devenir un acteur dans ce que je considère comme étant un mouvement fondamental, d'une part de désintermédiation bancaire et d'autre part de digitalisation de la décision financière. Ça nous a amené à nos débuts en fait, à nous intéresser au marché américain, qui comme souvent est un peu en avance sur l'Europe, et à travailler dès 2014-2015 à l'origine avec des marketplaces aux États-Unis, en particulier en crédit à la consommation. Donc on a acquis grâce à cela évidemment une connaissance et une compétence sur ces marchés, et également sur les TPE-PME aux États-Unis aussi. Bien entendu, notre objectif à la création d'entreprises était aussi de développer à un certain moment notre savoir-faire en Europe, et c'est intervenu à partir de 2019 avec une approche assez différente, puisque le marché du crédit aux États-Unis, je ne sais pas si certains d'entre vous en sont familiers, mais est un marché qui se caractérise par des taux d'intérêt extrêmement élevés, que ce soit pour les consommateurs ou pour les TPE-PME. Nos clients sont parfois étonnés de voir qu'on prête en moyenne à 17 ou 18% aux États-Unis, mais nous prêtons non pas à des subprimes qui sont tristement célèbres, mais en fait à des emprunteurs qui sont de type super prime, prime, en tout cas des emprunteurs qui ont une qualité de crédit tout à fait correcte. Mais ça, c'est dû à la nature du marché, qui est un marché sur lequel les taux d'intérêt sont très élevés, et avec, dans certains cas, un oligopole, comme sur les cartes de crédit, par exemple, qui est détenu par un tout petit nombre d'acteurs qui maintiennent des taux d'intérêt extrêmement élevés depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. En Europe, l'approche est différente, puisque
Évidemment, vous connaissez le crédit à la consommation aux États-Unis, en Europe. Il y a des acteurs français qui sont très puissants, comme des gens comme CTLM ou Cofinoga ou d'autres, et qui effectivement, aujourd'hui, il est bien difficile d'être un compétiteur de ces acteurs. Ce d'autant plus que les taux d'intérêt sont en général beaucoup plus bas, soit parce qu'il y a effectivement une offre bancaire qui est assez large, ou parfois des contraintes tout simplement réglementaires. J'en veux pour preuve qu'en France, le crédit à la consommation, pour un crédit à la consommation au-delà de 3 000 €, le taux maximal est de l'ordre de 6,75%. Donc on est évidemment là sur des taux totalement différents. En ce qui concerne les TPE-PME, le marché est évidemment plus concurrentiel et avec certaines niches qui sont particulièrement attractives, dont celle où Silver est présent. Et nous, évidemment, nous ne prêtons pas en direct à ces entreprises, mais nous travaillons en fait avec des spécialistes comme Silver, dont nous analysons évidemment le business model, les performances financières des books de crédit, et avec lesquels en fait nous apportons non seulement des capitaux, mais également tout un ensemble de structurations qui est lié en fait à la réglementation française entre autres, mais parfois aussi dans d'autres pays européens, à savoir celle qui est liée au monopole bancaire. En France, par exemple, il est bien difficile pour une entreprise sur un business model tel que celui de Silver de faire des crédits. Il n'y a pas 10 000 voies, il y a à mon sens 3 possibilités qui sont d'une part d'utiliser un véhicule qui est hors monopole bancaire qui s'appelle le prêt participatif. Mais qui dit prêt participatif dit risque important en cas de défaillance de l'entreprise puisque la dette sera considérée comme quasiment de l'equity. L'autre possibilité, c'est d'utiliser une banque fronteuse, donc qui va émettre le crédit pour le compte de la fintech. Mais encore faut-il en trouver une, et encore faut-il réussir à avoir un partenaire bancaire qui ait une souplesse et une grande compétence pour travailler avec la fintech. Et la troisième possibilité, c'est de travailler avec une société comme la nôtre, qui a la capacité de monter un fonds qui soit dédié à une fintech, ou plusieurs d'ailleurs éventuellement aussi, et qui puisse également, par sa licence d'octroi de crédit, puisque c'est une licence que nous avons d'un point de vue réglementaire, participer à l'activité de la fintech et octroyer les crédits pour son compte. Donc en utilisant son savoir-faire, sa compétence, et par contre en utilisant notre ombrelle juridique et légale. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, ce que l'on voit sur le marché, et l'alliance de Smartlander et Silver le démontre, c'est qu'on peut en fait offrir aux PME les services bancaires sans être une banque, en combinant en fait différents statuts. Ces statuts se sont multipliés depuis la crise de 2008. Il y a eu la fin du monopole bancaire sur le prêt. Dans les autres partenaires qu'on a plutôt sur le sourcing, on va retrouver des établissements de paiement, par exemple. Et donc, en combinant ces différents statuts réglementaires, établissements de paiement, courtier, société de gestion d'actifs avec une licence dite d'octroi de crédit, on peut offrir une palette de services équivalent à une palette de services bancaires. Alors évidemment, on ne va pas être aussi sur les mêmes je dirais, procédures que les banques, sur la même appétence au risque que les banques, et donc sur les mêmes pricing que les banques. Donc les banques, elles ont des contraintes réglementaires, notamment en termes de solvabilité. Aujourd'hui, les banques, par exemple, ne financent plus les besoins de trésorerie. Le découvert bancaire, la ligne de trésorerie, ça n'existe plus. Ou alors, si vous avez un découvert, vous ne vous en apercevez pas, mais c'est facturé 19% quand même. Enfin, c'est des taux qui s'envolent. Donc, vous évitez d'avoir un découvert. Si vous demandez une ligne de trésorerie, on dit « Ah ben non ». Et quand vous la demandez, c'est que vous en avez besoin. Voilà. Donc, il y a un espace qu'on occupe, et donc qu'on occupe effectivement avec des conditions qui sont celles qu'on va retrouver aux États-Unis, par exemple, en termes de pricing, ou alors, effectivement, que pratique votre banque sans le dire. Parce que le découvert, vous le découvrez après coup, que c'est à 19%. Il y a cette niche-là, mais c'est fait en transparence, c'est fait de façon très réactive, accessible, fluide. Et c'est un marché auquel nous, on croit beaucoup, parce qu'aujourd'hui, déserté par les établissements bancaires.
Donc on a pas mal d'ambition. Nous, on est aujourd'hui bien implantés en France. On adresse tout type de PME. Alors beaucoup de demandes effectivement en provenance du commerce retail. On développe énormément des partenariats avec des plateformes de paiement, hein, donc qui offrent de la gestion de comptes bancaires aux PME, mais qui n'offrent pas de crédit, par exemple, et qui n'offrent que de la gestion de comptes bancaires. Il y a d'autres types de plateformes. Vous avez aujourd'hui des plateformes comptables, par exemple, qui se mettent à proposer des prêts. Hein, alors avec plus ou moins de succès, je ne sais pas si parmi les PME, ça viendrait à l'idée de se tourner vers son expert comptable pour demander une solution de financement. Enfin, moi naturellement pas vraiment, mais pourquoi pas. Donc il y a ces plateformes effectivement qui sont plutôt sur des outils comptables. D'autres petits outils, il y a des outils par exemple de traitement de notes de frais, qui proposent des cartes et donc des financements associés à ces cartes. Voilà, donc il y a cet écosystème qui s'est développé, hein, qui est une porte d'entrée et qui peut sur les PME avec lesquelles nous on travaille. Vous avez bien évidemment les courtiers, marché qui s'est beaucoup développé depuis le début des années 2000, hein, très confidentiel au départ sur la PME, mais avec une part de marché croissante. Et puis ensuite, vous avez le bouche à oreille, la recommandation, la visibilité, le réseau Finance Innovation qui effectivement permet d'attirer l'intérêt ou la curiosité d'un certain nombre de PME. Donc voilà, donc quand on combine en tout cas ces différents partenaires, on est en capacité d'offrir aux PME une chaîne complète de services bancaires. Gestion des paiements pour les partenaires avec lesquels qui ont ce statut d'établissement de paiement, financement avec la solution Silver, et il peut y avoir effectivement d'autres types de services. Il y en a qui vont adresser les placements. Vous avez des sociétés comme Panda qui s'adressent plutôt à des PME qui ont des excédents de trésorerie, là, donc qui va proposer effectivement des placements. Mais là encore, ces placements, ils vont faire quoi? Ils vont vendre du compte à terme d'établissements de crédit auxquels les PME n'ont pas accès. Ils vont vendre quoi? Vous avez le livret distinguo, etc. Ça va être quoi? Ça va être des captifs par exemple, des captifs de constructeurs automobiles. Hein. Vous avez le livret espèce à banque, RCI, ce genre de choses. My Money Bank, hein, qui est sur la restructuration du packaging de prêts sur du crédit de consumer. Voilà, ils vont en fait aller chercher des établissements bancaires qui ont besoin de ressources de financement et qui sont prêts à offrir des taux court terme intéressants sur du placement de trésorerie. Et donc pour l'entreprise, c'est tout bénéfice, parce que vous êtes quand même sur des établissements bancaires, donc plutôt des bonnes signatures. Il faut regarder quand même les bonnes signatures quand vous prêtez votre argent, quand vous le placez. Donc ça peut être effectivement aussi une offre complémentaire. Je reviens sur la question de la digitalisation. Ce qui m'a marqué, ce qu'on aime bien, nous, dans les partenaires avec lesquels nous travaillons, hein, donc les fintechs avec lesquels nous travaillons, c'est celles qui ont, comme Silver, hein, une approche qui va mixer de la data. J'en veux pour preuve que depuis l'avènement de l'open banking, donc qui permet de donner accès à la data bancaire, on a un merveilleux outil, je dirais, d'analyse de la santé à court terme d'une entreprise. Parce que toute la puissance de la data bancaire, sur une durée de quelques mois, hein, il n'y a pas besoin d'avoir 10 ans de data bancaire, mais de 6 à 9 mois de data bancaire, conciliée parfois d'ailleurs avec des outils de comptabilité, type Pennylane ou d'autres, ce sont de merveilleux outils qui permettent, pour autant que la technologie a été développée, mais d'avoir une relative confiance dans la capacité de l'emprunteur à générer des flux suffisants pour rembourser
l'apport de trésorerie qui aurait été fait sur une durée relativement courte, bien sûr. On parle de moins de 6 mois en général, mais c'est ce qu'on aime, nous, quand on fait un partenariat avec une fintech, c'est que ce type de technologie a pu être développé et est, à mon avis, assez puissant pour prêter de l'argent dans des conditions de risque-rendement tout à fait correctes. Oui, tout à fait, Eric. Merci beaucoup de le rappeler. Effectivement, je ne vous ai pas ouvert le capot, donc je n'ai pas dit ce qu'il y avait dans le moteur. Sur l'interface client, vous avez le chargement de l'ensemble des écritures bancaires, donc une vision cash, flux, plus lorsque on a effectivement des demandes d'un montant important, des éléments comptables additionnels, et évidemment tout le KYC, Know Your Customer, donc la vérification des identités à la fois de l'entreprise et des dirigeants. Donc tout ça, en fait, Silver, si je devais le résumer, c'est une immense database avec énormément d'automatisation, de reconnaissance des flux qui permettent quasiment en temps réel d'identifier, de classer ces flux et de se faire une idée du portrait robot, de dresser le portrait robot du business de l'entreprise. Voilà, et de ses tensions de trésorerie ou de ses besoins de trésorerie ou de sa capacité à rembourser. Et donc c'est en ce sens qu'on peut très rapidement répondre à l'entreprise. C'est parce qu'on a cette capacité à capturer la donnée, à la reconnaître, c'est la première chose, à la classifier, c'est la seconde, et ensuite, une fois qu'on l'a classifiée, à l'exploiter intelligemment pour répondre à l'entreprise. Donc ça, c'est effectivement le cœur du réacteur qui est invisible pour le client. Simplement, il voit juste les inputs, il voit la sortie, la réponse, mais tout ce qui se passe entre, qui se fait très rapidement, effectivement, il ne le voit pas. Et c'est ça, je dirais, le savoir-faire de Silver, donc cette capacité à, je dirais, surtout reconnaître, qualifier la donnée, c'est ça. Collecter de la donnée, c'est facile, c'est relativement facile aujourd'hui avec les API. Reconnaître, qualifier la donnée, c'est beaucoup plus complexe. Donc il faut véritablement travailler par tests successifs, se tromper, voilà, au départ. Donc c'est beaucoup d'apprentissage pour qualifier cette donnée, la classifier. Et ensuite, c'est beaucoup d'apprentissage pour savoir en tirer je dirais, une sorte de scoring crédit, en fait, un enseignement sur la qualité crédit de l'entreprise. Voilà, donc ça, c'est effectivement un gros travail. Ça se construit dans la durée. Ça se construit aussi en diversifiant la base de clients emprunteurs. Et plus on a de données, effectivement, et meilleur on sera, en l'occurrence, et plus agile on sera pour instruire les demandes de crédit. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, on est sur 2 pays. Alors, l'Europe est unique en termes de réglementation. Alors, oui, mais pas tout à fait. Les usages sont différents, les comportements sont différents, les marchés sont différents. La démarche aussi des PME d'un pays à l'autre passe par des canaux qui ne sont pas forcément les mêmes. Et donc, par exemple, en Allemagne, on travaille beaucoup avec des courtiers. Le courtage crédit PME en Allemagne est beaucoup plus développé qu'en France, par exemple. Donc voilà, donc les marchés ont leurs spécificités et le comportement des entreprises aussi diffère selon le pays dans lequel on est. Donc première étape, l'Allemagne qui croît bien en ce moment, et puis prochain pays à venir. Moi, ce que je trouve très intéressant dans cette approche, si je fais toujours le parallèle avec le marché américain que nous connaissons bien, pour vous donner quelques chiffres, on a prêté 2,5 milliards aux États-Unis depuis 10 ans, à peu près à 600 000 personnes et plus de 4 000 sociétés. Alors toujours évidemment par des intermédiaires. Mais ce que je trouve intéressant et ce qui s'est passé ces dernières années avec justement les datas qui ont pu être accessibles et les outils qui ont pu être développés, c'est que les acteurs alternatifs
ont repris un point d'égalité avec les banques. Parce qu'il faut savoir que sur le marché américain, par exemple, il existe ce qu'on appelle les crédits de bureau qui vont détenir tout un tas d'informations sur le comportement historique d'un emprunteur, que ce soit une société ou une personne physique. Et ça, cette donnée-là, elle est accessible à tout le monde. Donc les banques, mais aussi les fintechs. On n'a pas les mêmes outils en France, en fait. Et les banques ont bien entendu un avantage crucial, et il ne faut pas sous-estimer leur capacité d'analyse, hein, c'est qu'elles ont l'historique de la transaction avec une entreprise. Évidemment, avec entre autres l'open banking, je dirais que cet avantage compétitif est tombé en grande partie. Et ça met, je dirais, sur un quasi-pied d'égalité maintenant les fintechs par rapport aux banques. Les banques gardent évidemment un avantage énorme, c'est qu'elles ont un coût de funding qui est relativement bas, hein, puisque elles ont des dépôts pour la plupart, en tout cas des grandes banques ou des mutualistes. Mais en ce qui concerne la data, les fintechs me semblent aujourd'hui avoir les moyens d'être sur un pied d'égalité et donc de pouvoir être un acteur crédible en matière d'offres de crédit en compétition avec les banques sur certains segments de marché. Alors nos fonds sont des fonds professionnels, hein. On a en fait 3 types de structures juridiques. Notre fonds qui investit aux États-Unis est une SICAV CIF luxembourgeoise. Et en France, on a 2 types de véhicules, fonds communs de titrisation et fonds de financement spécialisé. Alors, le fonds de financement spécialisé est un outil extrêmement souple qui permet en particulier d'octroyer des crédits sans frottement dans la plupart des pays européens. Puisque, évidemment, cette licence d'octroi de crédit que nous avons, elle est utilisable dans les autres pays européens. Donc ça, il y a quand même des choses qui marchent en Europe, en tout cas le passporting de cette licence. Et voilà. Et donc sur ces 3 types de fonds, nous avons exclusivement des clients dits professionnels, donc pas du tout de retail, mais essentiellement family office, high net worth individuals et quelques institutionnels également, français et étrangers. Alors pour répondre à la question, c'est à peu près, on traite 30 000 demandes par an. Ça ne veut pas dire 30 000 clients, hein, mais 30 000 demandes par an. Et on accepte à peu près 10% hein, des clients. Donc ça vous donne une idée ou des demandes. Après, effectivement, toutes les demandes n'aboutissent pas, hein, donc voilà, mais c'est à peu près, c'est à peu près les éléments d'ordre de grandeur. Pour revenir au point d'Eric, il y a quelques années, on parlait beaucoup du crowdfunding. Alors, il y a encore des modèles de crowdfunding, mais ce qu'on représente, en fait, Smartlander et Silver, les 2 S, c'est finalement un éclatement du crowdfunding, parce que le crowdfunding, c'est 2 métiers diamétralement opposés avec 2 clientèles différentes. Donc il y a la clientèle effectivement des investisseurs qu'adressent Eric et Smartlanders et il y a la clientèle des emprunteurs que Silver adresse. C'est 2 métiers qui n'ont rien à voir. D'ailleurs, dans les banques, c'est 2 directions séparées qui font ça. C'est pas les mêmes, hein. Et donc, on voit que ce modèle qui est très exigeant finalement et qui demande des spécialités sur chacun des segments clientèle, finalement, n'est jamais mieux qu'exercé que par des spécialistes autonomes dans leur métier, parce que les contraintes sont différentes. Dans le crowdfunding, vous avez toujours cette tension hein, entre est-ce que je vais protéger l'intérêt de l'investisseur ou est-ce que je vais ouvrir les vannes sur le prêt. Ici, l'équilibre, il se trouve naturellement. Voilà, chacun est bien dans son rôle. Et donc, l'équilibre, il se fait avec une organisation qui est intégralement tournée soit vers l'investisseur, soit vers l'emprunteur. Oui, j'en veux pour preuve d'ailleurs que, comme nous, on a commencé à investir aux États-Unis en 2014, il y avait à l'époque encore, chez certains, bon, vous avez peut-être entendu parler de sociétés comme Lending Club ou d'autres, elles s'étaient à l'origine développées sur un modèle pur de peer-to-peer, donc ou crowd lending, elles ont toutes progressivement abandonné ce modèle-là en fait. Donc elles sont soit maintenant financées par des institutionnels, donc au sens large, hein, donc ça peut être des banques, des fonds ou de la titrisation. Et ceux qui gardent encore une clientèle de retail, comme Lending Club, maintenant la canalisent par une banque.
Donc le modèle peer-to-peer a été rapidement confronté à une difficulté à cause de la taille du marché, qui a quand même pas mal grossi, et puis également au professionnalisme des différents intervenants, en particulier du côté des investisseurs. Alors, nous, on n'est pas établissement de crédit, on est courtier. C'est nous qui effectivement originons le prêt, analysons le prêt et le proposons à Smartlanders qui va en faire une deuxième lecture. Exactement. Donc, en fait, c'est nous, d'un point de vue strictement juridique, qui octroyons le prêt. Voilà. Donc, on a mis en place une organisation qu'on a voulu la plus efficiente possible. Évidemment, on se repose sur la collecte d'informations de Silver. Je pense en particulier à tout ce qui est KYB, qui évidemment est essentiel. Et on a mis en place des mécanismes de validation des prêts qui sont proposés par Silver. On a évidemment beaucoup automatisé, puisque un des éléments forts de l'offre de Silver vis-à-vis des emprunteurs, c'est la rapidité d'exécution. On ne fait pas vraiment le travail deux fois, parce qu'on va le faire, nous, une fois à l'origine, puisqu'on va se plonger dans le capot. On va effectivement analyser l'approche de Silver ou d'une fintech en général. Évidemment, on se repose aussi sur de la data historique de performance, puisqu'on a commencé à travailler avec Silver en 2022, mais ils avaient déjà un peu plus d'1 an d'historique. On va aussi être très attentif au business model, parce qu'effectivement, je pense, une de mes convictions est que les modèles qui sont en compétition frontale avec les banques, typiquement le crédit classique, 3, 4, 5 ans amortissable, sont des modèles sur lesquels il y a trop d'adverse selection et sur lesquels il est difficile pour un prêteur de pouvoir battre la banque. En particulier avec des taux qui sont remontés, puisque évidemment, comme je le disais, le coût de funding des banques en général est bas. Donc quand les taux sont à 0, tout le monde est à égalité, mais quand ils sont à 4%, les banques ont à mon avis un avantage sérieux. Donc on va se plonger dans le capot. Et ce que l'on va en particulier faire, c'est être le garde-fou du modèle. C'est-à-dire que si effectivement on s'aperçoit que les critères d'origine ne sont pas respectés, on va à ce moment-là pas octroyer le crédit. On va se tourner vers Silver, parce qu'il peut y avoir peut-être une bonne raison, qui va être cette fois-ci liée à une analyse un peu moins quantitative, mais plus qualitative de l'emprunteur. Et là, un dialogue s'engage avant que le crédit soit originé. Bon, c'est à vrai dire assez rare, mais ça arrive, effectivement. Alors, les algorithmes, alors c'est des modèles de scoring dont on mesure la performance par le coefficient de Gini. Alors, c'est très classique dans le secteur bancaire. Après, vous avez autant de modèles de scoring que de produits et de clientèle adressée. Donc, vous avez des sociétés qui proposent des scorings comme Elisphère, Coface et autres, etc., d'assurance crédit. Le scoring Elisphère ne sera pas forcément pertinent pour le produit et la clientèle de Silver. Donc, en fait, un scoring, c'est quelque chose qui est vraiment du sur-mesure et qui dépend d'un certain nombre de paramètres environnementaux. Comment est sourcé le crédit, quelle est la cible clientèle, quel est votre produit, à quel besoin il répond. Et en fonction effectivement de ces paramètres environnementaux, vous allez définir, vous, des paramètres financiers de l'entreprise qui sont discriminants et qui vont vous permettre de prédire le défaut ou pas de l'entreprise. Voilà, ça fonctionne comme ça. Donc retenez, quand on parle d'un score, un score, ah ouais, je prends le score Elisphère, il a un super Gini à 80%, machin, vous l'appliquez effectivement sur votre cible, et il n'est pas pertinent, il n'est pas discriminant. Donc un score, c'est quelque chose qui doit être adapté au produit, à la cible de clientèle, au marché du prêteur. Aujourd'hui, on a un produit qui est spécifique, donc il est complètement adapté à notre produit. Donc on est sur du financement de trésorerie court terme, et donc on va être sur de l'analyse de flux bancaires et on s'adresse à des PME. Voilà, donc on a déjà cet environnement-là, des PME en France et en Allemagne. Donc ce score, déjà,
ils traitent ça. Et après, effectivement, quand on fera 1 milliard d'euros de financement et 500 millions d'euros de fonds, eh ben, on pourra peut-être faire des sous-scores, parce que ça veut dire qu'on aura élargi effectivement peut-être notre gamme produit, comment dirais-je, les PME, les pays, etc. Aujourd'hui, ce qu'on note, c'est qu'effectivement, on a des sinistralités qui ne sont pas tout à fait les mêmes en Allemagne et en France, voilà, pour les mêmes scorings. Il y a eu un repositionnement clientèle. Donc en fait, il y avait un positionnement clientèle qui était très sur l'e-commerce, hein, avec ce qu'on appelait des prêts assis sur le revenu des plateformes d'e-commerce et des e-commerce avec en plus VC-backed compagnies, c'est-à-dire plutôt de type start-up. Vous êtes déjà très concentré sur un marché. Donc ça veut dire qu'en termes de croissance, par définition, vous limitez votre croissance. Et par ailleurs, vous cumulez des risques conjoncturels. Et donc évidemment, quand le marché s'est retourné, donc il a été florissant pendant la période Covid pour tout ce qui était e-commerce, moins à la sortie de la période Covid. Le marché des VC aussi s'est un petit peu contracté, je dis un tout petit peu. Enfin, disons qu'il y a eu quelques bulles dans la tech ou alors des concentrations d'apports de capitaux qui ont fait rêver tout le monde, mais sur quelques dossiers. Hein, mais ça veut dire que la grande majorité des entreprises, elles, n'étaient pas servies par les VC. Et donc, vous êtes plus exposé à des aléas conjoncturels. Donc, le repositionnement de modèle, il a consisté à se dire, effectivement, si on veut être plus solide sur nos bases, eh bien, élargissons à l'ensemble des secteurs, PME, vous voyez, potentiellement 2 700 000 PME en France, 14 millions en Europe. Donc c'est un marché qui est profond, tous secteurs confondus. Donc vous amortissez les aléas conjoncturels sur le secteur. Et donc évidemment, on a adapté notre scoring en conséquence. Mais on n'a pas changé le produit. La granularité, ça compte. Alors on n'a pas des portefeuilles avec Silver qui sont aussi granulaires que ceux aux États-Unis où là, on n'a pas un prêt qui représente plus de 10 points de base. Néanmoins, effectivement, on va calibrer la taille des crédits également à la masse globale qui est prêtée, bien sûr. Moi, j'ai été assez frappé de la capacité, alors pas seulement de Silver, mais des fintechs à répercuter les hausses de taux, en fait. Je pensais que ce serait difficile, mais en réalité, ça a été le cas. Nous, on l'a vu vraiment dans la plupart des pays européens dans lesquels on travaille. Donc ça, c'est un premier élément. Alors c'est probablement aussi dû peut-être à une réticence des banques à plus prêter, donc effectivement une capacité, une élasticité du prix plus forte. En ce qui concerne les investisseurs, évidemment, dans un contexte de taux zéro, notre offre en général était plus attractive qu'elle ne l'est maintenant. Ce d'autant plus que dans la mesure où, alors pas dans tous nos fonds, mais un certain nombre de nos fonds sont évalués en mark-to-model. Lorsque vous répercutez une hausse des taux sur même un crédit amortissable, il y a un impact négatif. Donc la période 2022-2023 n'a pas été une période très porteuse. On sent un vrai point d'inflexion là depuis 6 mois. Et évidemment qui étaient annonceurs des baisses de taux à venir et qui ont d'ailleurs commencé à s'amorcer tant en Europe qu'aux États-Unis. Nous, si vous voyez, on ne voit pas trop là, les impacts conjoncturels parce que comme on est sur une croissance forte, voilà. Donc ça accroît parce qu'on a beaucoup de... Voilà, on est très très tiré par les nouveaux partenariats que l'on noue. Donc on ne voit pas forcément ces petits akouskis conjoncturels. Voilà. Quand on sera, je dirais, plus en business as usual, peut-être qu'on le verra. Mais là, comme on est en croissance forte, on ne le voit pas forcément. Merci beaucoup. Merci Eric.